Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, je n'ai pas un, mais deux invités. Kevin et Salomé sont en couple et ils ont créé leur chaîne YouTube comme un pingouin dans le désert. Oui, vous avez bien entendu, on reviendra un peu sur le nom de cette chaîne dans le podcast. Leur défi, c'est d'auto-construire leur propre maison et d'arriver à une autonomie énergétique et alimentaire. Qu'est-ce qui les a amenés vers ce projet ? Pourquoi sont-ils sensibles à l'écologie ? Pourquoi ils visent cet objectif ? Est-ce qu'ils se considèrent comme écolo ? On va revenir sur ce mot en particulier. Est-ce que c'est même devenu cliché d'appeler quelqu'un un écolo ? On va voir ça avec eux, j'espère que ça va vous intéresser. Juste avant de démarrer ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, que ce soit sur YouTube ou sur les applis de podcast. Comme ça, vous ne raterez pas les prochains épisodes. Si le programme vous intéresse, je vous invite à mettre votre casque sur vos oreilles, ranger votre smartphone dans votre poche et c'est parti. Salut Kevin et Salomé. Salut. Comment ça va ? Très bien. Bah nickel, ouais. Je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas ? Ouais, déjà merci de nous avoir invités dans la poche des gens. Et donc, moi c'est Salomé, j'ai 26 ans et j'auto-construis ma maison en bois avec Kevin. Voilà, et moi j'ai 28 ans. Et on construit notre maison en bois tous les deux depuis 2 ans. Ok. Et on partage tout ça sur YouTube, sur un blog, sur Insta, sur Facebook. Ok, donc votre chaîne YouTube s'appelle Comme un pingouin dans le désert. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous pouvez donner juste la signification du nom de cette chaîne qui est quand même assez improbable ? Vas-y. Ah non, c'est ton idée. Ah je te laisse expliquer. Il assume pas, c'est... ouais, en fait, c'est parce que au départ, on bosse dans l'informatique, donc rien à voir avec le bâtiment. Et on s'est lancé dans ce truc-là un peu sans savoir où ça allait nous mener. On a dû apprendre beaucoup de choses. Et en fait, on est complètement sorti de notre zone de confort pour aller vers un endroit qu'on connaissait pas du tout et où il a fallu s'adapter et beaucoup apprendre pour réussir. Et voilà, c'est un peu... comme un pingouin dans le désert, quoi. T'arrives, tu connais rien, et il faut que tu te débrouilles pour t'en sortir. T'es pas là où t'es censé être au départ, donc ok. Et donc ce projet de maison autonome, il vient d'où en fait ? À quel moment vous vous êtes dit, on a envie de construire notre propre maison, on veut le faire nous-mêmes, qu'avec des matériaux, je crois, éco-responsables ou dans la mesure du possible. À quel moment vous avez pris cette décision ? Alors moi, depuis tout petit, j'avais envie de faire ma maison parce que mon papa fait la sienne et que moi, j'étais dans le délire de je veux faire comme papa et faire ma maison. Donc ça faisait très longtemps que je voulais la faire tout seul. Et après, le côté écologique et tout ça, c'est venu vraiment plus tard. Quand on a commencé à vraiment réfléchir à quelle maison on allait faire, quelle technique de construction, etc. Vraiment, on a essayé de prendre en compte le côté écologique. Même si tout n'est pas parfait. Ouais. Mais en tout cas, on l'a pris en compte le plus souvent possible. Ok. Et vous m'avez dit que vous bossez dans l'informatique. Ouais. Ça n'a rien à voir avec la construction. Vous avez appris comment ? Vous êtes bricoleurs depuis tout petit, tous les deux, et du coup, vous avez des connaissances ou alors vous apprenez sur le tas ? Moi, je bricolais un peu avec mon père quand j'étais petit, vu qu'il a fait sa maison, il bricolait un petit peu quand même. Mais on a appris la plupart dans les livres, blogs, vidéos internet aussi, sur YouTube. Ouais. Et puis notre premier projet ensemble, c'était d'aménager un van. On a vu que voilà, ça nous plaisait de réfléchir à tout, comment ça allait s'agencer, comment ça marche derrière les meubles et tout. Et du coup, après, la maison, c'est venu assez naturellement comme deuxième gros projet, quoi. Ok. Ouais, et puis après, si tu prends le temps de chercher, à chaque fois, tu trouves les infos. Donc, faut prendre le temps de se documenter, de bien réfléchir. Mais si t'es motivé pour faire un truc, t'arrives à trouver les infos et à te débrouiller pour le faire. Ok. Vous avez de l'aide pour construire votre maison ? Vous êtes vraiment que tous les deux ? Non, on est que tous les deux à 99% du temps. Et après, sur les parties où il y a des poutres très lourdes à prendre ou des éléments très, très, très lourds à déplacer, là, on se fait aider par son père. Souvent, c'est son père qui vient sur le chantier. Mais sinon, non, 99% du temps, on est tous les deux. Cette idée de créer cette maison en autonomie et de façon éco-responsable, comment vous êtes renseigné par rapport à ça ? Est-ce que c'est depuis tout petit, pareil, vos parents sont très sensibles à l'écologie ? Est-ce que vous avez appris aussi sur le tas ? Comment vous avez fait pour apprendre et maîtriser la construction éco-responsable? Je crois qu'on a une fibre écologique qui est née d'avant, tu vois. Ouais. On aime se balader en nature, faire des grandes randos, des treks. Donc on a cette proximité à la nature qui fait que quand on voit tout ce qui se passe et qu'on risque de perdre pas mal de trucs dans la faune et la flore,
déjà, ça nous a pas mal chamboulé dans notre vie perso. Et du coup, quand on est parti sur le projet de la maison, c'était clairement une des grosses clés qu'on avait envie de faire attention, quoi. Et après, c'est pareil, il y a des ouvrages, il y a des gens qui ont réfléchi à tout ça depuis des dizaines, des vingtaines d'années, surtout en Allemagne et en Scandinavie, où l'ossature bois est vachement plus développé que chez nous. Et donc, il y a déjà pas mal de sources sur lesquelles s'appuyer. Et puis après, au fur et à mesure, tu fouilles et puis tu trouves des matériaux qui sont plus ou moins proches de ce que tu voulais au départ pour remplacer des trucs plus classiques. Et voilà, petit à petit, t'arrives à construire une maison. Okay. Et donc, c'est pas seulement la maison, c'est le jardin. Vous voulez aussi être comment on dit, en autosuffisance. Vous voulez créer votre nourriture. C'est ça, on voudrait être autonome le plus possible, donc en eau, en énergie, donc électricité, et en nourriture aussi, au maximum. Après, jusqu'où on arrivera à aller, on sait pas. Mais Et c'est encore possible en 2019-2020 de faire tout ça. Est-ce que au niveau même de la loi sur votre terrain, vous avez le droit de faire le puits, des installations solaires ou éoliennes? C'est intéressant ce que tu dis. Ouais, il y a pas mal de trucs qui sont un peu dans des vides juridiques. Sur les habitats légers et tout ça, il y a pas mal de trucs encore où la loi ne dit pas vraiment très clairement. Et c'est pareil sur le potager, il y a des rumeurs comme quoi il va y avoir des taxes sur la taille de ton potager, des trucs comme ça. Mais en gros, tu peux réussir à faire ce que t'as envie. Et après, si tu veux être dans le cadre de la loi, souvent ça va être plus compliqué, mais tu peux réussir à te mettre, à te plier en quatre pour que ça rentre dans le cadre de la loi et que t'arrives à tes fins. Le seul truc qu'on n'a pas réussi à faire par rapport à la loi, c'est qu'on voulait être autonome au niveau de nos eaux usées, donc les traiter nous-mêmes sur le terrain avec un système de phytopuration, donc c'est les plantes qui assainissent l'eau usée, et donc après tu peux la rejeter dans la nature sans souci. Et donc ça, nous, il y a le système de tout à l'égout qui passe dans la rue et on est obligé de se connecter dessus, donc ça on n'a pas pu l'éviter. Donc pour l'instant c'est la seule chose qu'on n'a pas pu faire comme on voulait faire par rapport à l'autonomie. Sinon, après, pour les panneaux solaires ou ce genre de trucs, il y a des déclarations à faire, donc t'as des CERFA à remplir très précis, et puis après, une fois que t'as l'autorisation, t'es tranquille, quoi. Ok. Est-ce que vous vous considérez comme écolo? Et qu'est-ce que ce mot signifie pour vous? Moi, non, pas spécialement. C'est compliqué, c'est un peu comme... En fait, souvent, écolo, et est-ce que ce mot est devenu péjoratif au fur et à mesure, à force de l'entendre un peu à tort et à travers à la télé, par exemple? Moi, je trouve un peu, Moi aussi. J'ai pas envie qu'on me dise t'es écolo parce que ça fait un peu insulte, c'est vrai. C'est l'image qu'on en a maintenant, c'est dommage. Il y a un espèce de truc, si t'es écolo, tu fais la morale à tous tes proches de il faut pas gaspiller, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. T'es un peu le rabat-joie de service, en fait. Et puis il y a aussi le côté, c'est vachement repris par l'industrie et tout est écolo, alors que non, il y a des trucs dégueulasses et c'est vert et ils te vendent ça comme écolo. Donc ça va un peu plus rien dire, je trouve, écolo. Vous vous définissez comment? Est-ce que vous vous définissez tout court, non, pas spécialement, est-ce que votre démarche a un nom spécifique ou pas de nom spécifique, mais des convictions. C'est qu'on essaye de réfléchir. Après, il y a des techniques même sur la maison où on aurait pu faire plus écolo, avoir moins de déchets, un impact moins important, mais on a fait d'autres choix pour plein de raisons. Donc on essaie d'y réfléchir et après on prend la décision en s'étant posé la question. Voilà. Au moins on sait, on fait ça, ça pollue sur ce point-là, on le sait et voilà. Mais ça a d'autres avantages et les avantages surpassent ce point-là. Et des fois, t'es obligé tout le temps de faire des compromis dans le bâtiment. Même dans la vie en général, en fait. Et on essaie de réfléchir à ce qui sera le mieux, mais toujours en ayant cette partie écolo quand même qui est en nous et qui est quand même hyper présente et importante. C'est quand même un facteur important dans nos prises de décision. Mais c'est vrai que ce mot est un peu utilisé à tort parfois, mais je préfère le dire éco-responsable, dans le sens où dans responsable, on sait très bien qu'on peut pas faire parfait, mais on essaie de trouver la meilleure solution possible. Et c'est ce que vous essayez un peu de faire avec la maison. C'est un peu le problème aussi quand tu dis je suis écolo, c'est que si jamais tu fais un truc qui est pas écolo, tu te fais défoncer parce que on va dire ah oui, t'as fait une maison écolo, mais tu fais ça, t'as une voiture ou t'as... Voilà, exactement. Et donc c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'éco-responsable, c'est plus
on le prend en compte, on en est conscient, on se pose régulièrement la question sur plein de choses, et voilà, après on fait du mieux qu'on peut, et on essaye toujours de faire mieux, de s'améliorer au fur et à mesure, mais on n'est pas parfait, et on le sera jamais. Donc, ouais, ça, du mieux qu'on peut, je crois que ça résume bien. Ouais. Et donc vous m'avez dit que vous bossez dans l'informatique, votre métier c'est quoi? Est-ce que vous avez toujours ce métier? Est-ce que vous avez totalement arrêté? Non, ouais, on a encore ce métier, on est développeur, chef de projet. Vu qu'on est indépendant, ouais, on est un peu tout à la fois. Mais ouais. À la base, ouais, c'est formation développeur, chef de projet. Et donc, ouais, quand t'es en freelance, t'es forcément chef de projet sur tes propres projets et développeur aussi. Okay. Et donc, vous avez besoin d'Internet, de produits high-tech avec des PC. C'est ça. Ouais, mais tu vois, par exemple, mon PC, ça fait 11 ans que je l'ai pas changé. Donc, ouais, on est dans l'high-tech, mais on n'est pas acheté tout le temps les derniers trucs, Ouais, et puis on essaie de faire attention là-dessus. Quand t'es dev, t'as pas forcément besoin de puissance de folie, et du coup, il y a pas besoin de renouveler ton matériel informatique tout le temps, quoi. Enfin, quand je vois, par exemple, par rapport au montage vidéo, où là, t'as souvent besoin de puissance parce que le matos de prise de vue évolue, donc derrière, il faut le traiter, et ton PC, il est vite en rade derrière. Alors que, ouais, pour notre boulot de développement, tu peux avoir un vieux PC d'il y a 10 ans, tu fais tes lignes de code pareil, et ça compile et ça passe, quoi, tu vois. Et vous avez créé votre chaîne YouTube, vous êtes actif sur les réseaux sociaux, donc vous faites du montage vidéo. Du coup, il faut forcément se mettre un peu aussi à jour de temps en temps, renouveler son matériel. Ça, vous êtes obligé de le faire maintenant? Ouais. Bah du coup, ce qu'on essaie de faire, c'est de toujours choisir du bon matos. Tu vois, ça va nous coûter un gros billet, mais on essaie de le garder le plus longtemps possible. On le pousse au bout, quoi. Et quand vraiment on peut plus, on renouvelle et on essaye d'acheter d'occasion ou de revendre aussi ce dont on n'a plus besoin. Mais ouais, sur ce côté-là, clairement, sur nos usages informatiques et numériques, on n'est vraiment clairement pas les meilleurs du côté écologie. Comment on prend conscience de l'écologie? Est-ce qu'on doit faire pour être responsable? Est-ce que là, je vous ai déjà un peu posé la question tout à l'heure, mais on n'y a pas vraiment répondu. Est-ce que c'est vos parents qui vous ont inculqué toutes ces valeurs, ou des amis? Est-ce que à quel moment vous êtes vraiment dit il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on agisse de telle manière? Moi, en tout cas, je saurais pas trop. Moi, il n'y a pas eu un moment précis où je me suis dit oh là, faut que je radicalement change tout. C'est plus au fur et à mesure, avec des documentaires, avec même des infos. Tu vas passer des articles sur Internet. Et tu te poses des questions, tu vas fouiller, et petit à petit, tu te poses de plus en plus de questions, et voilà. Après, sûrement les amis aussi qui t'en parlent, et tu prends conscience de certaines choses. Mais en tout cas, pour moi, il n'y a pas eu un gros déclic à un moment où je me suis dit oula, mais faut faire quelque chose, faut que je change. Parce que quand on fait des études dans le web, dans l'informatique, est-ce que vous aviez déjà cette fibre, on va dire, écologique, ou est-ce qu'au départ vous étiez en mode on va à Paris, on fait nos études, on sort tout le temps dans les bars, on fait un peu n'importe quoi, ou est-ce que déjà vous aviez moi, ça a commencé au lycée, je pense, où quand même je commençais à me poser des questions. Moi, franchement, je saurais pas répondre. J'ai l'impression que c'est en moi depuis toujours, tu vois. Comme si t'as quand même une certaine tendance à l'écologie de base. Et il y a des gens qui vont avoir plus tendance à consommer comme des malades et à ne pas se rendre compte. Et après, au fur et à mesure de tes lectures, quand tu regardes un film, il y a des trucs qui te parlent et qui te choquent plus que d'autres. Mais ça se fait vraiment en tâche de fond, quoi. Et puis on a dû sûrement aussi s'entraîner l'un l'autre, tu vois. Oui, j'imagine. Est-ce que vous avez des astuces ou des conseils pour démarrer, pour les gens qui sont sensibles à l'écologie ou à tout ça, et qui ne savent pas par quoi commencer, même si c'est tout petit, même quelqu'un comme moi qui est, on va dire, conscient de l'écologie, mais qui dans son mode de vie a du mal à l'appliquer? Est-ce qu'il y a des choses, on va dire, simples pour commencer et vraiment réduire un petit peu son impact? Déjà, c'est hyper variant suivant si t'habites dans une grande ville ou pas. Clairement, on n'a pas la même vie que toi, tu vois. Mais en fait, déjà, juste se poser la question quand tu vas dans un magasin pour acheter un truc, est-ce que j'en ai vraiment besoin? De sortir du magasin, de rentrer chez toi, de te poser la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et d'y retourner, tu vois. Déjà, ça t'aide à moins consommer au final. Mais c'est pas facile à appliquer, et voilà, je dis pas que c'est facile.
Ouais, après en petit truc facile. Ouais. Déjà, si tu te poses la question, c'est vrai que c'est le. Ça, Ouais. c'est une des règles aussi du minimalisme. Oui. Tout Ouais, court. c'est vrai. Enfin, on se pose la question est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ou est-ce que c'est impulsif? Voilà, ouais. c'est ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon d'avoir de rendre le même service que ce truc-là va me rendre? Et est-ce que j'y pense encore dans un mois? Peut-être que j'en ai vraiment besoin du coup. Mais, Après, ça, c'est super dur parce que ça veut dire que t'es en lutte permanente contre le marketing qui t'entoure. Et du coup, c'est vraiment pas un truc facile à appliquer. Parce que tout est fait pour que t'aies l'impression que t'aies besoin du produit, quoi. Donc, ouais, c'est pas facile, mais c'est déjà une bonne étape. Okay. Ouais, et après, sur les déchets, je trouve en magasin, tu peux souvent trouver des emballages entre deux produits. Tu vois, un produit où il y a un peu moins d'emballage ou c'est un emballage qui est pas plastique et carton, donc plus recyclable. Comme les madeleines. Les madeleines, t'as des sachets où t'as le gros sachet et puis les madeleines en vrac dedans, et puis t'as des sachets où t'as le gros sachet et chaque madeleine est emballée, tu vois. Bah, ça, c'est le genre de truc, maintenant, on est des fous des madeleines, on fait attention. Donc vous aimez les madeleines. Okay. Ouais. C'est ce que j'en conclus, ok. Autre question, c'est par rapport justement à vos familles. Est-ce que vos familles sont dans on va dire, si je veux dire ça, le même délire que vous, dans le sens où ils sont très sensibles à l'écologie, ou est-ce que c'est pas du tout le cas? Et comment est-ce qu'ils ont pris votre démarche de construire une maison de cette façon? Non, ils sont pas spécialement dans l'écologie. Moi non plus, même limite le contraire. Okay. Mais vu qu'on est assez discret par rapport à ça, parce que justement on n'a pas envie d'être les rabat-joie de service. Ouais. Et du coup au final c'est pas un sujet qui revient sur la table tout le temps. On n'est pas hyper à fond à critiquer dès que quelqu'un ramène un truc inutile ou voilà. Et donc du coup on a du mal à faire passer le message de ce côté-là. On le fait plus passer sur notre chaîne YouTube au final qu'au repas de famille. Voilà. Ouais, mais après, on le fait un peu de la même façon où, quand on dit qu'on construit une maison, le premier truc qu'on dit, c'est pas on fait une maison écologique, c'est on fait une maison. Et après, dans la discussion, on dit on utilise du bois parce que voilà, nous on trouve que c'est écolo, il y a plein d'avantages, etc. Voilà, c'est plus. C'est pas le premier truc qu'on met en avant, ni sur la chaîne, ni quand on parle avec des gens. Et donc peut-être que ça passe un peu mieux aussi. D'accord. Mais dans votre mode de vie, est-ce que, même question que pour les parents, est-ce que vos amis, est-ce que vos relations ont changé depuis que vous entamez ces démarches-là? Est-ce que certains vous prennent justement pour des écolos au sens péjoratif du terme, ou est-ce qu'au contraire, la démarche est ultra cool et bien appréciée? Est-ce que vous avez des bons potes? Il y a un peu de tout, je pense. Disons que les nouvelles relations qu'on se fait souvent sont plus en rapport avec l'écologie et plus avancées sur des projets similaires aux nôtres. Mais on a des anciens potes avec qui on s'entend encore très bien. Mais tu te rends compte que des fois t'es en décalage sur certains sujets. Mais voilà, après nous le but c'est pas de se mettre à dos tous nos anciens potes non plus, et donc on reste faut rester un peu, avoir une ouverture d'esprit, et ce qui est important de comprendre c'est que tout le monde va pas à la même vitesse dans le changement, et que peut-être que demain ça va être la fin du monde, et qu'il y en a qui s'en rendent compte et du coup ils font tout pour diminuer un maximum leur impact environnemental, mais il y en a qui s'en rendent pas du tout compte, et tu peux pas les blâmer de pas s'en rendre compte. Tu peux essayer de les éduquer, de leur montrer des documentaires qui t'ont fait changer d'avis, etc. Mais je crois pas que aller en frontal en disant mais tout ce que tu fais c'est de la merde, tu as tort, ça marche pas quoi. Je pense pas que ça marche. Enfin, c'est mon avis. Non, je suis d'accord. Donc on essaie de plutôt... En fait, on essaie plutôt de dire, tiens, regarde, nous, on a plutôt fait comme ça, et ça marche bien, et on est heureux, et machin. Et après, les gens, ils prennent ce qu'ils veulent, et de toute façon, c'est dans leur tête, et ça germe à la vitesse où ça doit germer dans leur tête. Ok. Et ce qui est cool, et vous l'avez bien expliqué, mais grâce à votre chaîne YouTube, vous transmettez quelque chose, vous êtes dans le dialogue, dans l'explication, et pas dans le jugement des autres. Du coup, ça c'est cool. On apprend aussi à travers la construction de votre maison, de votre jardin, etc. Vous donnez plein d'astuces, donc c'est vraiment cool, et c'est pédagogique, je trouve. Donc c'est une bonne démarche. Vous avez d'autres sites, blogs, chaînes YouTube dans le même style que vous pour apprendre, qui donnent des conseils à conseiller aux auditeurs? Alors dans la version un peu plus extrême que nous, nous on est assez soft. Ouais. C'est vrai que nous on a quand même une maison qui est relativement classique. On vise d'autonomie, mais voilà, on va quand même avoir. C'est pas l'eau courante, mais ça va être un confort en fait. L'eau sur la cuve de récupération d'eau de puits, mais une pression quand tu ouvres le robinet, tu vois, on va pas aller au puits avec un seau. Donc il y a quand même un niveau de confort qui est assez élevé. Et donc après, il y a d'autres projets avec un niveau de confort moins élevé. Par exemple, il y a l'Archipel,
qui a une chaîne YouTube aussi. Et donc lui, il a acheté une petite cabane, on va dire. Bah, c'est comme une maison en parpaing, c'est un truc un peu solide quand même. Mais ça ressemble plus à une cabane. Mais voilà, c'est ça, c'est vraiment tout petit. Et il a pas l'eau courante, lui. Il a une cuve de récupération d'eau de pluie. Ouais, mais voilà, il a pas un robinet Louvre. Quand il prend sa douche, il fait chauffer dans une casserole. Et donc voilà, c'est un niveau de confort beaucoup moins élevé, mais c'est hyper intéressant aussi, je trouve, parce que au final, il est super heureux. C'est un Parisien aussi, lui. Et il a tout quitté. Il est beaucoup plus heureux maintenant à vivre, voilà, faire chauffer dans sa casserole avant de se laver. Il a une petite machine à laver à la main aussi. Et voilà, je trouve ça cool de voir que au final, le confort, c'est pas ça qui rend heureux ou pas, quoi. C'est dans d'autres choses. Il y a le livre de Géraldine. Ah oui, Les secrets de la licorne, je crois que ça s'appelle. Ouais, c'est une fille qui est un peu écolo et justement, elle a fait un livre où elle explique un peu d'où elle est partie et ses échecs, ce qu'elle a essayé de faire, ce qui a pas marché, etc. Et je trouve ça super intéressant parce que là aussi, ça montre que tu peux pas être parfait, tu peux pas changer du jour au lendemain et avoir aucune empreinte écologique. Et c'est ultra intéressant sur ce côté-là de voir que... Parce que je pense que ça fait peur à des gens aussi qui se rendent compte qu'il y a un souci, qui pourrait avoir un impact moins fort et qui se disent « Ouais, mais je sais pas par où commencer, il y a trop de choses à faire, il y a trop de trucs que j'aime dans le confort. » Voilà, c'est ça. Et au final, tu peux voir qu'il y a plein de choses que tu peux faire, que tu peux aussi louper, que c'est pas grave, quoi. L'important, c'est de te poser des questions et d'essayer de faire mieux. Et donc, ce livre est super intéressant. Okay. Ça te décomplexe? Ça se dit? Je sais pas. ça doit se dire, ouais, j'ai compris. On comprend l'idée. Et alors, pour revenir à votre maison, c'est... moi, je m'imaginais au départ une grande maison, vous la faites vous-même, vous choisissez les plans et tout. Et en fait, vous avez fait le choix. Alors, j'ai cru comprendre que c'était aussi d'un point de vue financier, mais la superficie de la maison, c'est pas une très très grande maison, c'est ça? Ouais, elle fait 32 mètres carrés au sol sur 2 étages. Donc, ça nous fait quand même un bel espace. Ouais. Mais clairement, quand tu construis une maison, souvent, c'est plutôt 120 mètres carrés, quoi. Oui, c'est ça. Je m'attendais à ça. Ouais, c'est ça. Mais donc, nous, c'était le choix premier de faire petit, c'est parce que on n'avait pas du tout envie d'avoir un emprunt. Parce que pour nous, avoir un emprunt, ça veut dire que tu vas te retrouver à certains moments de ta vie à devoir aller bosser sur des boulots qui te plaisent pas forcément parce que t'as un emprunt et que t'es dans la merde et qu'il faut que tu payes. Et donc nous, ça c'était vraiment un choix hyper important de pas faire d'emprunt. Donc on a regardé un peu les économies qu'on avait, on a mis beaucoup d'argent de côté et au bout d'un moment, quand on a voulu se lancer, voilà, on s'est dit ok, on a tant d'argent de côté, on peut faire à peu près ces techniques constructives là. Qu'est-ce que ça donne, quoi? Et c'est tombé sur 32 mètres carrés. Voilà. Ouais, et on a préféré faire petit et ne pas avoir de contraintes sur les matériaux. Tu vois, il y a des trucs qui sont... Par exemple, en bas, on va sûrement poser un parquet en chêne massif, alors que ça va coûter, je sais pas, 5-6 fois plus cher qu'un parquet flottant. Mais bon, on trouve que c'est plus durable, c'est plus agréable. Et voilà, du coup, on s'est dit, on fait une petite maison... Et du coup, on peut vraiment mettre les matériaux qu'on veut et pas se poser la question, mettre des matériaux au rabais et puis après devoir changer dans 5 ou 10 ans parce que ça dure pas dans le temps. Et aussi parce que petit, en fait, t'as pas besoin de plus grand, généralement. Nous, on a vécu dans un appart qui faisait la même surface, à peu près 50 mètres carrés. Et au final, c'est bien comme taille. Et il y a aussi que plus tu vis dans grand, plus tu chauffes des pièces qui servent à rien, plus t'entasses des trucs parce que t'as de la place pour les entasser et au final, tu consommes beaucoup pour des choses inutiles. Après, on n'a pas une famille de 5 enfants et oui, voilà. C'est ce que j'avais posé comme question ensuite, c'est si jamais un jour, je sais pas si c'est votre cas, mais si jamais un jour vous décidez d'agrandir la famille, est-ce que cette maison est taillée pour? Est-ce elle peut s'agrandir sur votre terrain? Est-ce que vous avez déjà prévu ce genre de potentielle extension de la maison après? Ouais, on y avait réfléchi au départ et on voit à peu près comment, par où, ce qu'on pourrait rajouter. Et en ossature bois, c'est relativement simple de rajouter des extensions. Et puis on a une solution d'urgence extrême, on peut toujours remettre une cloison à l'étage et refaire une deuxième chambre. Donc voilà, enfin d'urgence extrême, voilà quoi. Si jamais ça arrive et que c'est pas prévu. Mais bon, on n'a pas prévu d'agrandir la famille d'ici un moment, donc pour l'instant, je pense que ça nous suffit. Mais... Ok. Vous avez commencé quand la construction de cette maison? En juin 2017, on était en train de creuser les fondations à la main. Ok, à la main. mais avant, il y a eu 1 an et demi, 2 ans de plans, de remplissage de dossiers, de trucs comme ça, d'infos, ouais. D'accord.
Et aujourd'hui, on est début novembre 2019. Donc où en êtes-vous? On habite dedans, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais au moins, on a pu poser un lit dedans et nos bureaux, donc on peut bosser dedans. Donc c'est ultra agréable parce qu'on profite de ce qu'on a fait pendant 2 ans, de tous les efforts. Donc ça, c'est motivant. Et bon, on n'a pas encore l'électricité courante et l'eau courante. Enfin voilà, on a un robinet au bout du terrain et c'est un peu en mode camping quand même. Ouais, voilà, c'est pas totalement fini. C'est loin d'être fini. Il y a encore au moins 6-8 mois de boulot, je pense, pour faire bien. Mais en fait, on a fait des choix qui sont un peu atypiques. Quand tu construis ta maison, normalement, en gros, tu fais le gros œuvre, donc tu montes les murs, le toit, machin. Après, tu commences l'intérieur pour pouvoir habiter dedans le plus vite possible. Et en fait, à la fin, tu fais tes finitions extérieures quand t'es bien au chaud à l'intérieur. Nous, on a choisi de tout finir à l'extérieur parce qu'on s'est dit que si on le faisait pas, on ressortirait jamais, que la maison elle allait rester moche pendant super longtemps. Donc, on a tout fini. Et puis, il y avait aussi que... j'allais dire à cause de la chaîne YouTube, mais vu qu'on a la chaîne YouTube, on avait envie qu'il y ait une chronologie qui ait un peu du sens et du coup tout finir à l'extérieur. Comme ça, au moins, voilà, c'était bouclé et ça permet de montrer les étapes de A à Z. Tu vois, si tu fais le toit, on montre tout comment faire le toit, mais on montre pas les finitions du toit et on les montre 2 ans après. C'est un peu. C'est ça. Du coup, on a dû faire des choix. C'est plus sympa de regrouper, de finir. On commence un truc, on finit, on passe à autre chose. Et pareil, à l'étage, on a fait toutes les finitions, on a posé nos plaintes, on a tout posé nickel. Alors que souvent, les plaintes, c'est des trucs qui traînent pendant 3 ans derrière. Ouais, qu'on met jamais finalement. Ouais, c'est ça. Okay. Et donc, cette chaîne YouTube, j'y reviens. Pourquoi vous avez créé cette chaîne YouTube au final? Eh ben, déjà parce que on avait envie de partager le fait que on peut se lancer dans un truc comme ça sans être du métier. Parce que quand même, souvent, ça fait peur. Et du coup aussi de rendre un peu l'appareil parce qu'on apprend beaucoup de trucs sur internet nous. Dès qu'on a un truc à faire, voilà, on regarde des vidéos YouTube et du coup ben comme ça nous on donne aussi un peu de contenu pédagogique, on va dire, ou le plus pédagogique possible. Et quand on avait aménagé le camion, le van dans lequel on a vécu pendant la construction de la maison, on avait fait un petit blog où on avait montré les différentes étapes, le truc sans prétention et tout. Et il y a pas mal de gens qui nous ont dit que ça les avait bien aidés, qu'ils avaient pu réaliser leur camion grâce à notre blog. Et du coup, ça a un peu fait le déclic et on s'est dit que le média vidéo était quand même plus cool parce que il y a des choses que tu peux pas faire sur un blog que tu peux plus facilement faire en vidéo, plus facilement expliquer. Et donc, voilà, on s'est dit, OK, on fait la chaîne YouTube. Ça a pas été facile tous les jours parce que gérer une chaîne YouTube en plus des travaux, c'était un peu chaud. Côté, ouais. Mais on a tenu bon. Ça vous a ralenti? Ouais. C'est au niveau du tournage en fait parce que du coup en plein milieu du chantier t'es obligé de t'arrêter pour expliquer ce que t'es en train de faire et vu qu'on a envie que les vidéos soient bien et parce qu'on va pas pouvoir les retourner quoi, c'est un truc qu'on fait qu'une seule fois. Donc des fois on refait des trucs 3-4 fois pour que le plan de la caméra soit un peu compréhensible et sympa à regarder. Donc ouais, ça nous a pas mal ralenti quand même, je pense. On saurait pas dire combien de temps au final. Non, au moins 3-4 mois je pense. Hein, ouais. Bon, pour tous ceux qui ne connaissent pas la chaîne de Comme un pingouin dans le désert, je vous invite vraiment à aller voir parce qu'en tout cas, moi, ce qui m'a surpris quand je l'ai découvert, cette chaîne, c'est que la qualité des vidéos, elle est assez incroyable. On a tendance à croire, quand on n'y connaît rien, que ce genre de vidéo, c'est justement, vous êtes juste là pour poser une caméra, vous filmez vos trucs et que c'est un peu, on va dire, filmé à l'arrache. Mais là, non. Je trouve que vous mettez beaucoup de cœur aussi dans la création de vos vidéos et l'esthétique. Ça fait plaisir. Donc, ça se ressent vraiment. Donc c'est hyper agréable et on en apprend plein de choses à chaque vidéo. Donc vraiment, félicitations à vous. Et je mettrai évidemment le lien de votre chaîne YouTube dans les notes du podcast et vos réseaux sociaux. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement et d'être venu jusqu'à moi pour ce podcast. Merci. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous serez très vite bien installé dans votre maison avec tout le confort nécessaire pour être heureux. Merci, on a hâte. À très vite. Salut. Ciao. Voilà, ce podcast est terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me laisser une note sur Apple Podcast. Vous pouvez également en parler autour de vous ou le repartager sur vos réseaux sociaux. En attendant le prochain épisode, je vous dis à très vite dans votre poche.